J'ai acheté la maison de mes rêves après 7 ans d'économie et j'ai envoyé les invitations un mois à l'avance. Le grand jour, personne n'est venu. Puis ma mère a publié un toast, fière de la première maison de notre fils. La lumière du soleil d'automne traverse mes fenêtres, créant des motifs dorés sur la table à manger que j'ai mis 3 heures à arranger. 24 couverts avec de la porcelaine vintage que j'ai collectionnée pendant des mois. 24 verres en cristal qui captent la lumière. 24 chaises vides. Mon téléphone sonne à nouveau. Le son perce le silence comme une accusation. Je l'évite depuis 1 heure, mais les notifications n'arrêtent pas. Les doigts tremblants, je le prends, son poids soudainement insupportable. L'écran s'illumine d'un flot d'alertes des réseaux sociaux. Et ils sont là. Tous. Papa et maman rayonnant à côté de Brandon, dans ce qui doit être son nouvel appartement. Tante Suzanne levant une flûte de champagne. Oncle Robert avec son bras autour de ma cousine Mélissa. Grand-mère, l'air fragile mais heureuse, dans le coin du cadre. La légende de ma mère dit, si fière de l'achat de la première maison de notre garçon. La famille Taylor célèbre la grande étape de Brandon. Je glisse vers la photo suivante. Plus de famille. Plus de sourires. Plus de champagne. Puis une vidéo commence à jouer. Brandon, ses dents parfaitement blanches brillant alors qu'il rit avec 2 de nos cousins. Massy se la pète toujours avec ses postes de rénovation de luxe. Aujourd'hui, c'est mon jour. Le téléphone me glisse des mains, tombant avec un bruit sec sur la table. Je presse ma paume contre ma bouche, mais cela n'arrête pas les sanglots qui s'échappent. Les larmes brouillent ma vision alors que je regarde les amuse-gueules intactes. Le vin que j'avais acheté en faisant une folie parce que papa adore un bon cabernet. Les petits pains faits maison refroidissant dans leur panier. Il y a quelques heures à peine, je fredonnais en me déplaçant dans cette cuisine. Je me suis réveillé avant l'aube, trop excité pour dormir. La lumière du matin avait à peine touché les vieux parquets en chêne alors que je passais en revue ma liste de contrôle manuscrite. L'invitation envoyée il y a des semaines promettait une célébration à 14 heures de ma première maison. Cette maison de style artisan des années 1920, dans laquelle j'avais investi mes économies et 9 mois de sueur pour la restaurer. Tu en fais encore trop, avait dit Rachel en me regardant arranger des fleurs dans les vases bleus vintage que j'avais collectionnés spécialement pour ce jour. Mais son sourire était bienveillant alors qu'elle m'aidait à polir l'argenterie qui appartenait autrefois à ma grand-mère. Je veux que tout soit parfait, avais-je expliqué en ajustant une serviette pour la 4e fois. Maman a dit que la maison était trop petite quand je l'ai achetée. Papa pensait que le quartier était douteux. J'ai besoin qu'il voie ce que j'ai créé ici. Rachel m'avait serré l'épaule. Il devrait être fier de toi, quoi qu'il arrive. Le premier signe de problème est arrivé à 13h45. Un texto de maman. Un peu en retard, commencez sans nous. À 15h30, mes collègues Jane et Peter étaient arrivés. Ma voisine âgée, Madame Eleanor, avait apporté une tarte faite maison. 3 amis de l'université sont arrivés avec du vin et des étreintes chaleureuses. Mais pas de famille. À 16h15, j'avais appelé mes parents cette fois, tombant directement sur la messagerie vocale. Brandon ne répondait pas non plus. Mes textos aux tantes et oncles sont restés non lus. À 17h08, tante Suzanne a finalement répondu. Ma chérie, tu ne viens pas à la pendaison de crémaillère de Brandon, a-t-elle demandé, le bruit de fond couvrant presque sa voix. Il a acheté un appartement en ville. Tout le monde est là pour fêter ça. Tes parents ont dit que tu savais. Ma gorge s'est nouée. Brandon loue son appartement. Il n'a rien acheté. Une pause. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il a dit à tout le monde. Quoi qu'il en soit, il a organisé ça la semaine dernière. Il a dit que c'était important pour lui. J'ai envoyé les invitations pour ma pendaison de crémaillère il y a 1 mois, ai-je murmuré. Aujourd'hui. À 14h. Une autre pause. Plus longue cette fois. Oh ma chérie. Eh bien, on est tous là maintenant. Mais peut-être que tu pourrais passer plus tard? Après ta petite réunion? J'ai raccroché. Maintenant, je suis assise, entourée de chaises vides destinées à des personnes qui ont choisi de ne pas venir. Les 7 fidèles qui se sont présentés échangent des regards inquiets à travers la table, chargée de nourriture qui refroidit. Madame Eleanor, 83 ans et plus vive que la plupart des gens de la moitié de son âge, se lève de sa chaise. Elle lève son verre, son regard ferme et féroce. Ne laisse pas des chaises vides te voler ta joie,
ma chérie. Aujourd'hui, c'est le jour de Massy. À Massy. Les autres lèvent leur verre. Rachel se penche, sa voix douce contre mon oreille. C'est ta vraie famille, Massy. Ceux qui choisissent d'être là. Mon téléphone s'allume à nouveau. Maman appelle. Cette paire d'yeux me regarde, l'inquiétude gravée sur leur visage. Je coupe la sonnerie d'un mouvement décisif et je lève mon verre au toast d'Éléanore. Pas aujourd'hui, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Aujourd'hui, c'est pour les gens qui se sont présentés. 3 heures plus tard, le dernier invité dit au revoir en agitant la main, disparaissant dans l'obscurité au-delà de la lumière de mon Porsche. Seule Rachel reste, m'aidant à emballer les restes qui me nourriront pendant des jours, un rappel amer des chaises vides. Tu devrais rester chez moi ce soir, dit Rachel en fermant un autre récipient. On boira du vin et on regardera de mauvais films jusqu'à s'endormir. Je secoue la tête. J'ai besoin d'être ici. C'est ma maison. Le mot s'étrangle dans ma gorge. Maison. Le concept semble à la fois puissant et fragile après aujourd'hui. La sonnette retentit. Ces carillons tranchent le silence de la maison. Rachel et moi échangeons un regard. J'y vais, dis-je en m'essuyant les mains sur un torchon de cuisine. J'ouvre la porte pour trouver ma mère, Linda Taylor, debout sur mon Porsche. Ses boucles d'oreilles en perles captent la lumière alors qu'elle regarde par-dessus mon épaule dans la maison, scrutant ce qu'elle peut voir de mon salon. Puis-je entrer, demande-t-elle, n'attendant pas de réponse alors qu'elle s'avance. Je m'écarte, l'estomac noué. Elle traverse mon entrée, ses yeux parcourant les parquets en bois dur rénovés, les moulures d'origine que j'ai mis des semaines à restaurer, le luminaire vintage que j'ai déniché dans 3 magasins d'antiquités différents. C'est joli, dit-elle avec une légère moue, plus petit que sur les photos. C'est. La piqûre familière de son dédain me brûle la poitrine. Rachel apparaît dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et le salon, sa présence un soutien silencieux. Maman, pourquoi es-tu là, je demande. Linda laisse tomber son sac à main sur mon canapé et se tourne pour me faire face. Honnêtement, Massy, je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire. Tu es toujours en compétition avec Brandon, le faisant se sentir petit. Il fait enfin quelque chose de positif de sa vie, et tu n'as même pas pu te montrer pour le soutenir. L'audace de sa déclaration me laisse momentanément sans voix. La forte inspiration de Rachel est le seul son dans la pièce. Je ne pouvais pas me montrer, ai-je finalement réussi à dire, parce que j'étais ici, à organiser ma propre pendaison de crémaillère à laquelle je vous avais tous invités il y a des semaines. Eh bien, ces choses arrivent, dit-elle en agitant la main. Tu sais à quel point nous sommes tous occupés. Brandon n'a décidé de sa pendaison de crémaillère qu'il y a une semaine. Il était si excité à ce sujet. Je sens quelque chose changer en moi. Il y a une semaine? Mais mes invitations sont parties il y a 4 semaines. Linda s'affaire à ajuster un coussin sur mon canapé. Brandon a traversé une période difficile. Quand il nous a dit qu'il organisait une petite réunion, nous avons pensé que ce serait bon pour lui. Lui donner un peu de confiance. Il vous a dit que c'était un appartement en location, pas un achat, n'est-ce pas? Je demande, ma voix plus stable que je ne le sens. Les doigts de Linda se figent sur le coussin. Eh bien, tu sais comment est ton frère avec les détails. Ce qui compte, c'est qu'il prend enfin des initiatives. Maman, dis-je lentement, la prise de conscience s'imposant. Savais-tu que Brandon avait programmé sa fête le même jour que la mienne? Son silence répond à ma question plus clairement que des mots. Tu savais, je murmure. Vous le saviez tous. Et vous l'avez aidé à prétendre qu'il avait acheté un endroit alors qu'il ne fait que louer. La trahison me coupe plus profondément que je ne le pensais possible. Vous avez organisé une fausse célébration pour éclipser délibérément la mienne. Maintenant, tu es dramatique. Linda se redresse, son mécanisme de défense s'activant. Tout ne tourne pas autour de toi, Massy. Brandon a plus besoin de notre soutien que toi. Tu as toujours été l'indépendante. Indépendante? Le mot prend feu dans ma gorge. J'ai été indépendante parce que je devais l'être. Toute ma vie, vous avez ignoré mes réussites tout en célébrant la médiocrité de Brandon. Les yeux de Linda se sont écarquillés. Je ne lui avais jamais parlé de cette façon auparavant. Quand j'ai été sur la liste d'honneur, vous étiez trop occupé au match de football moyen de Brandon pour assister à la cérémonie. Quand j'ai obtenu ma bourse,
vous avez passé la nuit à consoler Brandon parce qu'il n'avait pas obtenu la sienne, même s'il maintenait à peine une moyenne de C. Ma voix se renforce à chaque mot. J'ai eu 3 emplois pour payer mes études supérieures pendant que vous payiez le loyer de Brandon après qu'il ait abandonné le community college. J'ai économisé pendant 7 ans pour acheter cette maison pendant que vous financiez une entreprise ratée après l'autre pour lui. Nous vous avons toujours soutenus tous les deux de manière égale, proteste Linda, mais le mensonge flotte creux dans l'air entre nous. J'ai dépensé 62 000 $ et 9 mois à rénover cette maison moi-même, je continue, tremblant maintenant. Chaque week-end, chaque jour de vacances, chaque heure libre après le travail. Pendant ce temps, vous critiquiez mon achat dispendieux dans un quartier douteux sans jamais prendre la peine de visiter. Le visage de Linda se durcit. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi? La question jaillit d'un endroit profond et blessé. Nomme une seule chose que vous ayez faite pour soutenir mes rêves de la même manière que vous soutenez ceux de Brandon. Son silence s'étire entre nous. Rachel se tient témoin d'une confrontation qui se prépare depuis des décennies. Cette maison est à moi, dis-je, me dirigeant vers la porte d'entrée et l'ouvrant en grand, gagnée par moi. Sors. La bouche de Linda s'ouvre sous le choc. Ce n'est pas ainsi que nos conversations se terminent. D'habitude, je m'excuse de l'avoir contrariée, d'être difficile, d'exister d'une manière qui exige plus qu'elle n'est prête à donner. Massy Elizabeth Taylor, tu ne parles pas à ta mère de cette façon. Je viens de le faire, je réponds, ma voix calme malgré la tempête en moi. S'il te plaît, pars. Elle rassemble son sac à main, ses épaules raides d'indignation. Ton père entendra parler de ça. J'en suis sûr. Alors que la porte se referme derrière elle, je m'appuie contre elle, me sentant à la fois vidée en quelque sorte plus pleine qu'auparavant. Rachel s'approche doucement, m'enlaçant. Je suis fière de toi, murmure-t-elle. Le soleil du matin filtre par les fenêtres de ma cuisine lorsque la sonnette retentit à nouveau. J'ai à peine dormi, rejouant la confrontation de la nuit dernière en boucle. Quand j'ouvre la porte, mon père, Charles Taylor, se tient seul sur le porche, sa grande silhouette légèrement voûtée, son expression inhabituellement incertaine. Puis-je entrer, demande-t-il doucement. Je m'écarte sans un mot. Contrairement à ma mère, il s'arrête dans l'entrée, observant les détails de ma maison avec une réelle attention. Pourrais-je la voir, demande-t-il. La maison, en entier. Je le conduis à travers chaque pièce. La cuisine avec ses armoires d'origine restaurées. Le salon avec des bibliothèques intégrées que j'ai poncées à la main. Le bureau où je travaille à distance 2 jours par semaine. La chambre d'amis que Rachel m'a aidé à peindre d'un verso doux. Dans mon jardin, il s'arrête près des bacs à légumes que j'ai construits le mois dernier. Tu as fait tout ça toi-même? Demande-t-il. La plupart, je réponds. Des amis m'ont aidé pour les plus gros projets. Il hoche la tête lentement. C'est magnifique, Massy. Tu as créé quelque chose de spécial ici. Le compliment, le premier sincère dont je me souvienne de sa part, atterrit maladroitement entre nous. Brandon a dit à tout le monde qu'il avait acheté l'endroit, dit-il soudainement. On savait que ce n'était pas vrai. La confirmation de leur tromperie délibérée me pique encore, même si je le savais déjà. Ta mère est très contrariée, continue-t-il. Je reconnais le schéma familier, la tentative de rétablir le contrôle par la culpabilité. Peut-être que si tu t'excusais, on pourrait mettre ça derrière nous. Je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité, je réponds, ni d'attendre un respect élémentaire. Son expression se durcit légèrement. Tu sais, Massy, on ne rajeunit pas, et notre succession. Je n'ai pas besoin de ton argent, je l'interromps. Je n'en ai jamais eu besoin. Quelque chose change dans son visage, de la colère, peut-être, d'avoir perdu le levier qu'il pensait avoir. Mais dans cet éclair d'émotion, je vois autre chose. Le schéma qui a défini toute ma vie. Tu as accordé 3 prêts commerciaux à Brandon, dis-je doucement. Le magasin d'articles de sport qui a fermé en 6 mois. Le food truck qu'il a vendu après 3 semaines. Le projet d'investissement qui était en fait une chaîne de Ponzi. Il a du potentiel, répond automatiquement mon père. Il a juste besoin de soutien pour trouver sa voie. Et moi? Ai-je jamais eu un potentiel qui valait la peine d'être soutenu? Son silence en dit long. Une voiture s'arrête dans mon allée. Rachel en sort avec une femme plus âgée que je reconnais comme son amie, le docteur Hélène Foster. Derrière elle, Madame Eleanor gare sa vieille Buick,
sortant avec un plat couvert dans les mains. Mon téléphone sonne avec des messages de collègues qui étaient présents hier, envoyant des photos et des textos de soutien. Je devrais y aller, dit mon père en regardant les arrivées d'un air renfrogné. Ta mère s'attend à ce que tu appelles pour t'excuser. La famille a connu assez de drames. Tu ne peux pas me menacer de l'éloignement familial alors que c'est déjà ma réalité, je réponds en le raccompagnant à la porte. Il s'arrête sur le seuil. Ce n'est pas comme ça que la famille se traite, Massy. Je sais, dis-je doucement. C'est ça le problème. Alors que la porte se referme derrière lui, je m'appuie contre elle en expirant lentement. Le docteur Foster s'approche, ses yeux bienveillants m'évaluant avec un intérêt professionnel. C'est la première étape, dit-elle doucement, reconnaissant le schéma. Le petit point de notification rouge sur mon application Instagram me hante depuis 7 jours. Chaque fois que je déverrouille mon téléphone, il me regarde, me mettant au défi de jeter un coup d'œil aux dégâts que ma famille continue d'infliger. Je suis assise dans mon bureau à domicile, entourée des murs vert pâle que j'ai peints moi-même, lorsque mon téléphone vibre avec un autre texto. Encore tante Suzanne. Ta mère est très contrariée. Quand vas-tu t'excuser? Je pose le téléphone sur mon bureau sans répondre. La surface en bois sent encore légèrement l'huile de citron du polissage d'hier. À travers la fenêtre, je peux voir l'érable dans mon jardin, ses feuilles devenant dorées sous le soleil d'octobre. L'Instagram de Brandon reste inchangé depuis le jour de ma pendaison de crémaillère. Son profil met toujours en évidence l'annonce de l'achat de l'appartement, avec des toasts au champagne et des commentaires de félicitations de parents qui n'ont jamais pris la peine de vérifier un mot. Assez, je murmure à la pièce vide. Je prends mon téléphone et j'ouvre ma pellicule. Là, en attente, se trouve la photo que Rachel a prise il y a 3 mois. Moi, debout sur le porche de ma maison de style artisan, tenant les clés, le visage rougi de fierté et d'épuisement. La légende se forme dans mon esprit avec une clarté parfaite alors que je tape. Rénovation terminée sur mon premier achat de maison. Du recablage à la finition de ces parquets centenaires moi-même. Merci à tous ceux qui ont soutenu ce voyage. Je clique sur « Publier » sans mentionner la trahison, sans identifier un seul membre de la famille. Le souvenir de l'achat de cette maison m'envahit. Travaillant 60 heures par semaine entre mon travail d'ingénieur de données et mon travail de codage en freelance le week-end. Vivant dans un studio avec des meubles de l'université pour économiser chaque dollar possible. Perdant 3 maisons dans des guerres d'enchères avant de finalement recevoir l'appel à propos de cette maison artisanale qui nécessitait trop de travaux pour la plupart des acheteurs. Ce moment, debout seul dans le salon vide après avoir signé les papiers, posant ma paume contre l'arche en bois usé. Pas de parents pour fêter ça, pas de frères pour aider à déménager. Juste moi, un jeu de clés et une maison qui avait autant besoin de soins que moi. Quelle différence avec la situation de Brandon, l'appartement en ville que nos parents ont aidé à garantir avec le premier et le dernier mois de loyer. Les meubles qu'ils ont achetés, le service de déménagement qu'ils ont payé. Mon téléphone sonne avec un message de Cathy, la fille de la sœur de mon père et la seule parente qui semble voir la situation clairement. Je pensais que tu devrais voir ça, lis son texto, suivi de capture d'écran de la discussion de groupe de la famille élargie. Mon estomac se noue alors que je fais défiler les messages. Tante Suzanne, la situation avec Massy devient incontrôlable. Linda est hors d'elle. Oncle Robert, Brandon dit qu'elle est juste jalouse de son succès, comme toujours. Cousin Michael, on sait tous que Massy a toujours été difficile. Vous vous souvenez de la crise qu'elle a piquée à Thanksgiving quand elle avait 16 ans? La crise à laquelle ils font référence était ma réaction lorsque tout le monde a oublié que j'avais été accepté au MIT avec une bourse partielle. Ils avaient passé tout le dîner à discuter de la moyenne de ces plus de Brandon en mathématiques au lycée. D'autres captures d'écran suivent, révélant la mythologie familiale contre laquelle je me bats depuis toute ma vie. Massy, la fauteuse de troubles. Massy, la trop sensible. Massy, qui doit faire plus d'efforts pour s'entendre. Le poids de leur rejet collectif me semble être du béton qui durcit autour de ma poitrine. Plus tard dans la journée, le bureau du docteur Foster sent le bois de santal et les vieux livres. Le fauteuil en cuir grince légèrement alors que je change de position, racontant les messages de la discussion de groupe. La dynamique de l'enfant en or contre le bouc émissaire est un cas d'école dans votre structure familiale, dit-elle. Sa voix est douce mais pragmatique. Brandon a été positionné comme celui qui ne peut rien faire de mal, tandis qu'on vous a assigné le rôle de celle qui ne peut jamais en faire assez. Je le soupçonne depuis des années, j'admets,
mais le voir écrit noir sur blanc dans cette discussion de groupe, c'est comme s'il vivait dans une réalité alternative. Le docteur Foster se penche légèrement en avant. À quoi ressemblerait votre vie si vous cessiez de chercher leur approbation? La question flotte dans l'air entre nous. Pendant un instant, je ne peux plus respirer. Je serai seul, je murmure finalement. Complètement coupé. En êtes-vous sûr? Elle fait un geste vers la fenêtre. D'après ce que vous m'avez dit, vous avez Rachel, vos collègues, votre voisine, Madame Eleanor, des gens qui choisissent de vous voir clairement. Je considère cela, mais ce n'est pas la famille. N'est-ce pas? Demande le docteur Foster, ses yeux bienveillants. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un une famille, Massy? La question me suit à la maison, résonnant alors que je me gare dans mon allée. La voiture de Rachel est déjà garée devant, ainsi que 3 autres que je reconnais, des collègues du bureau, des pots de peinture et des rouleaux visibles à travers les vitres de leur voiture. Surprise, appelle Rachel depuis le porche, faisant un geste vers le groupe derrière elle. Soirée peinture pour la salle de bain des invités. On a aussi apporté de la pizza et du vin. À l'intérieur, Madame Eleanor est déjà là, arrangeant des fleurs dans un vase sur ma table de salle à manger. J'ai apporté des boutures de mon jardin, explique-t-elle, et je veux vous montrer comment tailler ces rosiers devant avant l'hiver. Ma grand-mère me l'a appris, et quelqu'un devrait connaître ces vieilles techniques. Au cours des 2 week-ends suivants, la maison se remplit de plus que des vapeurs de peinture et de la sueur. Les rires résonnent dans des pièces qui semblaient autrefois creuses d'attente. Mes collègues, Jane et Peter, deviennent des invités réguliers au dîner. Madame Eleanor m'apprend les secrets de sa grand-mère pour cultiver des tomates parfaites au printemps prochain. La sonnette retentit un mercredi soir alors que je prépare le dîner. À travers le verre dépoli, je reconnais la silhouette de Brandon. La posture immédiatement confiante, une main nonchalamment dans sa poche. Quand j'ouvre la porte, son sourire est aussi étudié que jamais. « Salut Sœurette », dit-il en s'appuyant contre le chambranle de la porte comme si nous étions dans une sitcom télévisée. La maison a l'air bien. Je ne l'invite pas immédiatement à entrer. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Brandon ?» Il a la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Les choses ont un peu dérapé avec la situation de l'appartement. Maman et papa ont peut-être réagi de manière excessive. Ce n'est pas des excuses, pas vraiment. Je m'écarte et le laisse entrer, le regardant évaluer la maison avec de nouveaux yeux. « Écoute, » dit-il, revenant à son véritable objectif en quelques minutes. J'ai cette opportunité d'investissement, un développement immobilier en ville. Petit investissement, gros potentiel. J'ai pensé à toi puisque tu es dans l'immobilier maintenant. Le schéma familier se déroule comme une carte usée. Brandon a besoin d'argent. Brandon vient voir Massy. Brandon s'attend à ce que Massy fournisse. Combien, je demande, plus curieuse qu'autre chose. Juste 15 000 $ pour commencer. Je te rembourserai une fois que ça décollera. Comme les prêts commerciaux de nos parents qui n'ont jamais été remboursés. Comme le séjour, temporaire, dans son premier appartement qu'ils ont fini par financer pendant 2 ans. Je regarde mon frère, je le regarde vraiment, peut-être pour la première fois. Le sourire charmant qui n'atteint pas ses yeux. L'attente de conformité est si profondément ancrée qu'il n'envisage même pas que je puisse refuser. Tu ne m'as jamais vu clairement, dis-je doucement, et je te vois enfin. Son visage se durcit légèrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non, Brandon. Je n'investirai pas dans ton projet. Après son départ, je prends une décision qui me surprend même moi. J'ai appelé ma mère et j'ai accepté le dîner du dimanche chez eux. Mais d'abord, j'ai rencontré le docteur Foster pour me préparer. Souviens-toi, dit-elle lors de notre séance, ils essaieront de te ramener dans de vieux schémas. Tu n'es pas obligé de répondre comme tu l'as toujours fait. Rachel attendra à proximité, je lui dis, juste au cas où. Bien. Quelle limite fixes-tu avant d'y aller? Je les énumère sur mes doigts. Je partirai s'il rabaisse ma maison ou mes choix. Je ne discuterai pas de prêter de l'argent à Brandon. Je ne resterai pas plus de 90 minutes. Le docteur Foster hoche la tête. Et quel est ton but en y allant? Pour voir si l'honnêteté est possible, je réponds. Pour voir s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. Le dimanche arrive, froid et clair. Je me gare devant la maison de banlieue de mes parents, sa pelouse parfaite et son mobilier de Porsche assorti, un contraste frappant avec ma maison artisanale éclectique.
prenant une profonde inspiration, je me dirige vers la porte. Le silence lorsque j'entre dans la salle à manger est assourdissant. Brandon tente une blague qui tombe à plat. Mon père s'éclaircit la gorge à plusieurs reprises. Ma mère s'affaire avec les plats de service, évitant le contact visuel. Merci d'être venu, Massy, dit finalement mon père. Je prends ma place à table. Je suis ici pour voir si l'honnêteté est possible. Les mots atterrissent comme des pierres dans une eau calme. Personne ne semble savoir comment répondre à une communication directe. Nous traversons la majeure partie du dîner avec de petites conversations tendues sur la météo et les voisins. Ma mère me demande des nouvelles de mon travail mais m'interrompt avant que je puisse répondre complètement. Mon père s'enquiert de la maison mais grimace lorsque je mentionne le nouveau chauffe-eau que j'ai installé moi-même. La tension se brise lorsque ma mère pose sa fourchette avec un clic sec contre la porcelaine fine. Je ne comprends pas pourquoi tu as dû acheter une maison aussi chère, dit-elle. Tout cet argent alors que tu aurais pu avoir quelque chose de plus raisonnable, comme Brandon. Le mensonge flotte dans l'air entre nous. Je me lève lentement, une serviette posée avec soin à côté de mon repas à moitié mangé. Je ne suis pas venu pour plus de mensonges, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Massy, s'il te plaît, plaide mon père, se levant également. La famille devrait se pardonner. Je le regarde directement, puis ma mère, puis Brandon qui ne croise pas mon regard. La famille devrait d'abord valoir la peine d'être pardonnée. La porte se referme derrière moi avec une finalité silencieuse alors que je sors dans l'air frais du soir, respirant profondément pour ce qui me semble être la première fois depuis des années. Le soleil du matin se déverse sur le comptoir de ma cuisine alors que j'arrange des dahlias fraîchement coupés dans le vase en céramique bleue que Eleanor m'a offert. Par la fenêtre, je peux voir mon jardin prendre vie, 3 mois de travail acharné, transformant ce qui était autrefois de la terre stérile en quelque chose de magnifique. Les roses grimpent sur leurs treillis avec une détermination silencieuse, reflétant mon propre parcours. Ces dîners du dimanche deviennent une véritable tradition. Eleanor appelle depuis mon porche, où elle dépose sa fameuse croustade aux pommes. À 83 ans, elle se déplace avec une agilité surprenante, refusant toute aide. Le meilleur jour de ma semaine, je réponds, et je le pense. La maison me semble différente maintenant, entièrement mienne d'une manière qu'elle ne l'était pas auparavant. La table de la salle à manger qui affichait autrefois l'absence de ma famille accueille maintenant régulièrement des rires. Rachel apporte des jeux de société. Peter du travail apporte sa guitare. Ma collègue Samantha amène sa fille qui chasse les lucioles dans le jardin au crépuscule. Je me suis habitué au rythme d'un contact familial limité. Papa appelle de temps en temps, maladroit mais essayant. Maman envoie des textos formels sur les événements du quartier auxquels je ne participe jamais. Brandon n'envoie rien, ce qui est une sorte de paix en soi. Jusqu'à aujourd'hui. Mon téléphone vibre contre le comptoir. Rachel jette un coup d'œil par-dessus l'endroit où elle coupe des légumes. Ton visage vient de faire ce truc, dit-elle. Je tourne mon téléphone vers elle. Sur l'écran, l'annonce des réseaux sociaux de Brandon brille. Elle a dit oui. Jennifer a fait de moi l'homme le plus heureux du monde. La photo le montre rayonnant à côté d'une jolie femme blonde, sa main gauche bien en évidence avec ce qui semble être un diamant assez gros pour avoir son propre code postal. Waouh, dit Rachel. Ils ne sortent pas ensemble depuis le mois dernier? 5 semaines, je confirme, en faisant défiler pour lire les commentaires. Des parents dont je n'ai pas entendu parler depuis des mois ont déjà aimé et commenté. Mes parents en tête du défilé de félicitations. Mon téléphone sonne. Le nom de maman clignote sur l'écran. Massy. Sa voix est anormalement vive quand je réponds. As-tu vu la merveilleuse nouvelle de Brandon? Nous sommes ravis. Jennifer est absolument parfaite pour lui. Je me presse les doigts contre ma tempe. Félicitations. Nous organisons une fête de fiançailles dans 3 semaines. Toute la famille sera là. Elle fait une pause significative. C'est important, Massy. Les obligations familiales passent en premier, surtout pour quelque chose d'aussi important. La pression familière monte dans ma poitrine, le poids des attentes enveloppées de culpabilité. J'y réfléchirai, dis-je, au lieu de mon accord automatique habituel. Réfléchir? Sa voix s'élève. Ce sont les fiançailles de ton frère. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je dois y aller, maman. Des invités pour le dîner arrivent. Je termine l'appel avant qu'elle ne puisse répondre.
Mes mains, étonnamment, sont stables. En moins d'une heure, mon téléphone se remplit de messages de tantes, d'oncles et de cousins, tous des variations sur le même thème. La famille se réunit pour les moments importants. Ton frère serait là pour toi. Il est temps de mettre les différends de côté. Le plus révélateur vient de tante Suzanne. Ta mère a mentionné que tu pourrais aider avec les dépenses du mariage puisque Brandon est de nouveau entre deux opportunités. Rachel lit par-dessus mon épaule et émet un son entre un rire et un reniflement. Bien sûr, l'enfant en or a besoin d'un autre sauvetage. Les conseils du docteur Foster de notre dernière session résonnent dans mon esprit. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque crise. L'engagement sélectif protège votre paix. Je rédige un message prudent et l'envoie à Brandon. Félicitations pour vos fiançailles. Je vous souhaite à tous les deux du bonheur. Rien de plus, rien de moins. Les autres reçoivent des variations de « merci de m'avoir informé ». J'examinerai mon emploi du temps lorsque l'invitation arrivera. Regarde-toi, fixant des limites comme une championne, dit Rachel en me serrant l'épaule. Le docteur Foster serait fier. Je suis d'accord, surprise par la légèreté dans ma poitrine là où la crainte vit habituellement. Le dîner du dimanche se déroule avec la familiarité confortable de la famille choisie. Eleanor raconte des histoires sur les désastres de jardinage de son défunt mari. Peter joue une nouvelle chanson sur laquelle il travaille. Rachel taquine Samantha à propos de son béguin pour le nouveau directeur informatique. Personne ne mentionne les mariages ou les obligations familiales ou mon devoir de me présenter et de faire semblant. Personne ne suggère que je devrais aider à payer la célébration de quelqu'un d'autre. Personne ne remet en question ma valeur. 2 jours plus tard, un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone. Est-ce Massy? C'est Jennifer, la fiancée de Brandon. Ma prise se resserre. Oui. J'espère que ce n'est pas inapproprié, mais j'aimerais vous rencontrer. Juste nous deux. Sa voix manque du charme poli que Brandon recherche généralement chez les femmes. Il y a quelque chose de rafraîchissant et de direct en elle. Puis-je vous demander pourquoi? J'ai une pause. J'ai vu ce qui s'est passé à votre pendaison de crémaillère à travers de vieilles photos et commentaires. J'ai remarqué comment votre famille parle de vous quand vous n'êtes pas là. Une autre pause. J'ai besoin de comprendre dans quoi je m'engage en me mariant. L'inattendu de son honnêteté me prend au dépourvu. Café au Riverdale Roaster, demain à 2 heures? J'y serai, dit-elle, le soulagement évident dans sa voix. Ce soir-là, papa est apparu sur mon seuil, une boîte en carton sous le bras. Puis-je entrer? Je m'écarte, notant son respect prudent pour mon seuil, un changement petit mais significatif par rapport à ses entrées précédentes, pleines de droit. Il pose la boîte sur ma table basse. J'ai trouvé ça dans le grenier, je pensais que tu les voudrais. À l'intérieur se trouvent des photos de famille que je n'ai jamais vues, moi à 5 ans, tenant fièrement un ruban de la foire des sciences, moi à 12 ans, assise dans l'atelier de grand-père, apprenant à poncer du bois, moi à 16 ans, rayonnante devant la voiture d'occasion que j'ai achetée avec mes propres économies. C'est moi qui les ai prises, dit papa doucement. Ta mère pensait que c'était idiot de gaspiller de la pellicule pour des moments quotidiens. Ma gorge se noue alors que je soulève une photo de moi en toge et mortier de diplômé, le visage illuminé par la réussite. Papa se tient à côté de moi, un rare sourire sur le visage. On t'a laissé tomber, dit-il simplement. Je t'ai laissé tomber. Les mots que j'ai attendus des décennies atterrissent avec un poids surprenant. Pas de satisfaction, pas de triomphe, juste une douleur compliquée. Brandon a dit à tout le monde que la bague de fiançailles est payée, continue-t-il en regardant ses mains. Ce n'est pas le cas. Il a utilisé la carte de crédit de Jennifer avec des promesses de la rembourser. J'attends, le laissant s'asseoir avec sa complicité. Ta mère veut que je te convainque d'assister à la fête de fiançailles, d'apporter un cadeau généreux. Il croise mon regard directement. Elle ne comprend pas que les choses ont changé. Dehors, dans mon jardin, les carillons avant d'Eleanor signalent une brise changeante. Certaines choses ont changé, je suis d'accord. D'autres non. Papa hoche la tête, comprenant la limite. Il se lève pour partir, s'arrêtant à la porte. La maison est magnifique, Massy. Tu as construit quelque chose de réel ici. 2 heures plus tard, maman arrive à l'improviste, entrant avec une familiarité pleine de droit. Cette distance ridicule a assez duré, annonce-t-elle. Tu assisteras à la fête de fiançailles de Brandon et tu te comporteras comme une famille,
ou tu ne seras pas de la famille. C'est aussi simple que ça. La menace qui m'aurait autrefois dévasté me semble étrangement impuissante. Ce n'est plus un choix que tu peux faire, je lui dis, ma voix calme. Son visage rougit. Après tout, je déciderai de la fête selon mes propres termes. Tu peux te montrer la sortie. L'après-midi suivant, Jennifer et moi sommes assises dans le coin de Riverdale Roster. Elle n'a rien à voir avec les petites amies habituelles de Brandon, pas de vernis artificiel, pas de charme calculé. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans, explique-t-elle en remuant son café. Mon père était comme Brandon à bien des égards, charmant, toujours la victime, jamais responsable. Ma mère l'a cautionné jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Une compréhension passe entre nous. Êtes-vous sûr de vouloir l'épouser, je demande. Son sourire est triste. Non, mais je dois voir cela clairement avant de décider. Je réfléchis soigneusement à ma réponse. Je viendrai à la fête de fiançailles, je lui dis. Pas pour eux. Pour moi et pour vous. Plus tard, dans mon jardin, Eleanor m'aide à couper les roses fanées alors que le soleil couchant jette de longues ombres. Est-ce que retourner dans cet environnement te fera du mal, demande-t-elle, ses mains usées douces avec les fleurs. Je considère la question. Peut-être, mais je ne suis plus la même personne qu'il pense que je suis. Eleanor hoche la tête, la sagesse dans ses yeux. La famille, ce n'est pas à qui vous êtes né. C'est qui vous voit vraiment. 5. Je regarde ma maison, les fenêtres brillant d'une lumière chaude, le jardin prenant racine, la force visible dans chaque réparation et rénovation que j'ai achevée de mes propres mains. Cette maison m'a appris ce que la famille devrait être, dis-je, réalisant la vérité de la chose alors que les mots quittent mes lèvres. Des gens qui se présentent, des gens qui restent, des gens qui vous voient même quand ce n'est pas pratique ou confortable. La brise du soir porte l'odeur des roses et de la terre fraîchement retournée, croissance et limites entrelacées. Le jour des fiançailles, les murs couleur crème du Westbrook Country Club défilent alors que Rachel et moi franchissons l'entrée. Le poids de ma décision d'assister à la fête de fiançailles de Brandon pèse lourdement sur mes épaules, mais ma colonne vertébrale reste droite, mon menton levé. Tu es magnifique, murmure Rachel en me serrant la main. L'élégance simple bat la frime n'importe quel jour. J'ai choisi une robe vert forêt qui épouse ma silhouette sans attirer l'attention. Pas de bijoux ostentatoires, pas de coiffure élaborée. Juste moi, sans fioritures et sans excuses. Le murmure cesse alors que nous entrons dans la zone de réception principale. Les parents se figent en pleine conversation, les verres planant près des lèvres. Certains hochent la tête maladroitement, d'autres détournent le regard. Je repère tante Suzanne chuchotant derrière sa main à oncle Robert, leurs yeux se lançant dans ma direction. Brandon se tient près de la table des cadeaux, son sourire vacillant en me remarquant. Il s'attendait clairement à une chaise vide avec mon nom dessus, une autre occasion de me faire passer pour la difficile. Jennifer fait un signe de l'autre côté de la pièce, un soulagement envahissant son visage. Mes parents s'approchent avec des sourires étudiés qui n'atteignent pas leurs yeux. Le soulagement de maman se transforme rapidement en quelque chose de plus vif, de plus calculateur. Papa déplace son poids d'un pied à l'autre, sa réponse standard à un conflit imminent. Tu es venu, dit maman, sa voix calibrée pour le bénéfice des parents à proximité. Comme c'est attentionné. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, je réponds, gardant ma voix légère. Le poids des mots non dits flotte entre nous. 20 minutes s'écoulent en petite conversation avec des parents éloignés qui trouvent soudain le temps fascinant. Je me tiens à la table des rafraîchissements, sirotant de l'eau pétillante, lorsque maman se matérialise à côté de moi. Écoute attentivement, siffle-t-elle, le visage arrangé en un sourire agréable pour les spectateurs. Ne parle pas de ta maison ce soir. C'est le moment de Brandon. Le vieux schéma tente de se réaffirmer. Linda dicte. Massy se conforme. Papa plane à proximité, son expression déchirée entre l'intervention et la préservation de la précieuse paix familiale. Maman, Tout ne doit pas tourner autour de toi, continue-t-elle, en réarrangeant des canapés sur sa petite assiette. Juste pour une fois, peux-tu laisser ton frère avoir son moment sans compétition? Avant que je puisse répondre, Jennifer s'approche, sa robe de cocktail crème captant la lumière. Ses yeux se sont lancés entre maman et moi, lisant la tension. Te voilà, Massy, dit-elle chaleureusement. J'espérais te trouver. Le sourire de maman se crispe. Nous discutions juste d'affaires de famille, ma chérie. Je prends une profonde inspiration,
me recentrant. Les mots du docteur Foster résonnent dans mon esprit. Votre réponse vous appartient, pas à eux. Je me tourne vers Jennifer, un sourire sincère réchauffant mon visage. Je suis ici pour vous célébrer, Jennifer. Rien d'autre ne compte ce soir. La simple vérité flotte dans l'air. Les doigts de maman se resserrent autour de son verre, sa tentative de manipulation contrecarrée. Jennifer passe son bras dans le mien, me tirant doucement. Merci d'être venu, murmure-t-elle. Ça signifie plus que vous ne le savez. La soirée se déroule, une danse prudente de mondanité. Puis vient le moment où Brandon se lève pour son toast, une flûte de champagne à la main. Jennifer et moi sommes si reconnaissants de voir tout le monde ici ce soir, commence-t-il, son charme pleinement affiché. Comme vous le savez, cette année a été riche en événements marquants pour nous. Mon nouvel achat de maison. Ses fiançailles. Le sourire de Jennifer vacille. Ses yeux trouvent les miens à travers la table. Les parents qui avaient cru à l'histoire de son achat d'appartement se sont agités mal à l'aise sur leur siège. Tante Suzanne étudie son assiette avec un intérêt soudain. Je reste assise, sirotant mon eau, refusant de corriger ou de m'engager. Le mensonge s'effondre sous son propre poids alors que la confusion de Jennifer devient visible pour tous les spectateurs. Après le toast, Jennifer tire Brandon à part. Leurs chuchotements animés portent à travers la pièce. Les gestes de Brandon deviennent de plus en plus désespérés alors qu'il jette un coup d'œil à nos parents. Maman redresse le centre de table avec une concentration féroce. Papa examine sa montre comme si le temps lui-même pouvait le sauver. Plus tard, je sors sur la terrasse pour prendre l'air. La soirée de printemps m'enveloppe, fraîche et propre. Te voilà. Jennifer apparaît à côté de moi, ses yeux rougis mais clairs. Ça va, je demande. Elle secoue la tête. Je n'avais aucune idée à quel point c'est profond. L'appartement, la promotion qu'il n'a jamais eue, les économies qui n'existent pas, sa voix se brise. Tes parents le savent, n'est-ce pas? Ils l'ont toujours su. Oui, je réponds simplement. Ils l'ont toujours su. Comment gères-tu ça? Cette famille? Je considère sa question, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrit. J'apprends encore, mais choisir la vérité aide, même quand ça fait mal. La porte de la terrasse s'ouvre violemment. Brandon se dirige vers nous, le visage rouge. Qu'est-ce que vous faites? Demande-t-il. Tu la retournes contre moi. Jennifer se redresse. Elle est juste honnête avec moi, Brandon. Honnête? Il rit amèrement. Elle a toujours été jalouse de moi. Demande à n'importe qui dans la famille. Je viens de le faire, dit doucement Jennifer. J'ai demandé à ton cousin Marc à propos de l'appartement. Il avait l'air confus. Le masque de Brandon glisse, révélant le droit en dessous. Et alors si je loue? Tout le monde embellit parfois. Il ne s'agit pas de l'appartement, dis-je doucement. Il s'agit du schéma. La mythologie familiale s'effiloche devant tout le monde sur la terrasse. 3 autres parents sont sortis, témoins de l'agitation croissante de Brandon. Je prends mon sac, soudainement lasse. Je devrais y aller. Maman apparaît dans l'embrasure de la porte, la voix tendue. Massy, ne fais pas de scène. Papa s'avance, son visage marqué par quelque chose de nouveau, la reconnaissance. Laisse-la partir, Linda. On en a assez fait. La simple déclaration flotte dans l'air de la nuit. Maman le regarde, choquée par cette déviation du scénario. Je passe devant eux, la tête haute, les pas mesurés. Les parents s'écartent comme de l'eau, leurs expressions allant de la confusion à une compréhension naissante. Dehors, l'air printanier remplit mes poumons. Rachel attend près de la voiture, une question dans les yeux. Prête, demande-t-elle. Je regarde en arrière le country club, ses fenêtres brillant de lumière. À l'intérieur, la vérité a finalement éclaté. Qu'il l'accepte ou continue de la nier ne dicte plus ma paix. Oui, je réponds. Je suis prête. Le soleil filtre à travers de nouveaux rideaux, peignant des motifs dorés sur ma table de salle à manger. 1 an s'est écoulé depuis que je me suis assise ici, entouré de chaises vides. Aujourd'hui, 8 couverts attendent, avec des vases en céramique bleue contenant des roses de mon jardin. 8 chaises qui seront remplies par des gens qui choisissent d'être là. Je passe mes doigts sur la table en chaîne, me souvenant de ce que j'ai ressenti ce jour-là lorsque mon téléphone a révélé la vérité sur ma famille.
Le souvenir pique moins maintenant, émoussé par le temps et la guérison. Le docteur Foster appelle cela un progrès. Ça sent merveilleusement bon, dit Rachel, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec une bouteille de vin. Elle est là depuis l'aube, aidant à préparer le dîner de ce soir. Notre tradition du dimanche depuis presque 1 an maintenant. La recette d'Eleanor, je réponds en souriant en ajustant une serviette. Elle jurait que son rôti de peau pouvait tout guérir. Les murs autour de nous racontent notre histoire mieux que des mots ne le pourraient. Des photos de ma famille choisie remplissent des espaces autrefois réservés aux parents de sang. Rachel et moi avons peint le salon. Peter et Jane du travail ont aidé à installer des bibliothèques. Madame Eleanor m'a appris à planter des hortensias avant que sa santé ne décline l'hiver dernier. Tu devrais voir le jardin, dis-je à Rachel en la conduisant à la porte arrière. C'est merveilleux. Dehors, la cour s'est transformée d'une terre stérile à une vie vibrante. Les leçons de jardinage d'Eleanor n'étaient pas seulement sur les plantes. Les jardins enseignent la patience, m'a-t-elle dit lors de nos séances de thérapie. Certaines relations fleurissent rapidement, d'autres prennent des saisons de soins, et certaines ne prennent jamais racine du tout. Le docteur Foster et moi nous rencontrons maintenant mensuellement au lieu de chaque semaine. Hier, elle m'a demandé ce que j'ai appris en 1 an. J'ai appris à construire des clôtures, ai-je répondu. Pas seulement celles en piquet blanc à l'extérieur. Mais des limites qui protègent ceux qui comptent. Au travail, je suis le mentor d'Alexis, une jeune ingénieure dont la mère critique ses choix de carrière. Hier, elle a texté. Vos conseils ont tout changé. J'ai dit non à maman pour la réunion de famille. Première limite de tous les temps. La sonnette retentit, me ramenant au présent. Rachel serre mon épaule avant que je ne réponde. Mon père, Charles, se tient sur le porche, tenant une plante en pot, l'incertitude gravée sur son visage. Nos rencontres mensuelles au café ont été des pas maladroits mais honnêtes vers quelque chose de nouveau. J'ai pensé que ton jardin pourrait avoir de la place pour ça, dit-il en offrant un petit lilas. Ta grand-mère en avait un à notre première maison. Je l'accepte avec un sourire sincère. C'est parfait pour le parterre du coin. À l'intérieur, Charles observe l'espace transformé. La maison que ma mère refuse toujours de visiter. Elle reste enfermée dans son récit où Brandon mérite des chances infinies, et je reste ingrate. Brandon accuse Jennifer de l'avoir quitté après que la vérité de la fête de fiançailles soit sortie. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il est retourné vivre à la maison, racontant toujours des histoires d'opportunités juste au coin de la rue. La sonnette retentit à nouveau. D'autres chaises se remplissent alors que ma famille choisie arrive. Les rires résonnent dans des pièces autrefois remplies de silence. Charles observe de la périphérie, sa présence à la fois étrangère et familière. Lorsque tout le monde est assis, la chaise vide de Madame Eleanor, une absence honorée parmi nous, Jane lève son verre. À la maison que la vérité a bâtie, dit-elle, faisant écho aux paroles d'Eleanor lors de sa dernière visite. Plus tard, alors que le crépuscule adoucit les contours de la journée, Charles me trouve sur le porche. Tu as construit quelque chose de magnifique ici, dit-il doucement. Dans cette maison et dans ta vie. J'entends ce qui reste non dit. Le regret. L'admiration. L'enchevêtrement complexe d'une relation qui ne guérira peut-être jamais complètement, mais qui pourrait encore devenir quelque chose de vrai. À l'intérieur, d'autres amis arrivent pour le dessert. Ma maison brille d'une chaleur visible de la rue, si différente de cette maison vide d'il y a 1 an. J'accueille de nouveaux invités à la porte, apercevant des bribes de la famille que j'ai créée. La prise de conscience s'installe dans ma poitrine comme une profonde inspiration. La vraie famille vous voit clairement et choisit de rester. À la tombée de la nuit, je regarde ma maison remplie de conversations et de connexions. Parfois, vous dressez une table pour 24, mais seulement 8 se présentent. Et ces 8 deviennent tout.